Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Belles Lettres et merci pour votre fidélité à Vert Pâturage. Aujourd'hui, nous recevons pour vous sur ce plateau le professeur Mathias Boaboa Wakayembe, qui n'est plus à présenter dans ce pays. Il est professeur des universités, écrivain, homme de lettres, homme politique et il est actuellement le président de l'Union des écrivains du Congo. C'est à ce titre que nous le recevons. Oui, nous le recevons en tant qu'écrivain et aussi en tant que président de l'Union des écrivains congolais. Bonjour, professeur. Bonjour, Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci beaucoup. Professeur, est-il vraiment opportun pour des gens censés, comme vous et moi, d'être là, en train de parler littérature, livres, lecture, dans un monde qui est dominé par les rationalités techniques et économiques, un monde où les maîtres mots sont utilité, gain, profit. Est-il vraiment opportun de parler de la littérature? Oui, je pense que c'est opportun parce que la recherche du gain, le profit, se passe finalement dans une société bien déterminée. Et ces sociétés doivent avoir une âme. Et la littérature est là pour conférer une âme à une société. Pas nécessairement conférer une âme, mais disons, la littérature est là comme représentant de l'âme d'un peuple. Parce que chaque peuple doit exister pour aller à la rencontre d'autres peuples dans le monde. Il faut exister tout d'abord. Et la littérature permet à chaque peuple, particulièrement au peuple congolais, d'exister. Donc je pense que c'est opportun de faire les deux choses à la fois. Chercher à s'insérer dans le monde, notamment faire des affaires, essayer de gagner de l'argent. Mais en même temps, ils ont lutté pour montrer la culture du pays, se battre pour la culture du pays, au sein de laquelle se trouve la littérature. Vous sentez-vous quelque part redevable vis-à-vis de la littérature? Si, je suis redevable vis-à-vis de la littérature parce que je pense que c'est la littérature qui a permis de me mettre debout. C'est la littérature qui a permis de me faire connaître. Parce que, par exemple, aujourd'hui, lorsque les enfants passent les examens d'État, il y a quand même des questions qui se réfèrent aux productions du professeur, de M. Boaboa, comme vous l'avez dit. Et donc, à partir de là, on peut dire que tous les enfants qui font des examens d'État entrent en communion avec M. Boaboa à travers ses œuvres. Donc ça m'a permis de me mettre debout, de me faire connaître, etc. Et si j'ai eu des responsabilités telles que vous les avez relevées, c'est en tant qu'écrivain, je pense aussi. On m'a confié ces responsabilités en tant qu'écrivain, parce qu'un écrivain, c'est essentiellement un homme responsable. C'est pour cela qu'on a pensé qu'on pouvait me confier ces responsabilités. Quel rôle joue la littérature dans une société? Bon, la littérature dans une société joue plusieurs rôles, mais j'aimerais peut-être insister sur le rôle de veille de conscience. Okay. Il y en a qui disent que la littérature, c'est le phare de la société. Veiller de conscience de la société, c'est de montrer les valeurs positives qui sont nécessaires pour qu'une société puisse exister. Et aujourd'hui, on parle de corruption, mais je pense que beaucoup d'écrivains, dans leurs œuvres, indiquent que ce n'est pas bien la corruption, ce n'est pas bien l'exploitation de l'homme par l'homme, ce n'est pas bien le racisme, ce n'est pas bien le tribalisme, etc., etc. Tout ça, la littérature montre ces valeurs qui peuvent permettre que la société puisse vivre longtemps. Parce que sans ces valeurs-là, la société meurt.
Donc, on peut faire des affaires et tout ça, mais si on ne le fait pas en respectant les valeurs, c'est vain. Donc, c'est à vaincre sans péril, comme on dit, et c'est vain. Ok. Albert Jacquard, c'est un homme de science français. Il a dit, je cite, la science est un jeu merveilleux. Elle apporte de quoi enrichir une vie, mais elle ne suffit pas à la remplir. Je pense qu'on peut autant dire de la littérature. Elle apporte de quoi enrichir la vie en termes d'émotion, d'inspiration, de motivation, de connaissance et de jouissance. Mais elle ne suffit pas à la remplir. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, évidemment, la vie a plusieurs facettes. La vie a plusieurs facettes. Ce n'est pas parce qu'on est en train d'écrire des poèmes ou bien d'écrire des pièces de théâtre qu'on peut dire qu'on a rempli la vie. Non, là c'est une dimension, mais d'autres dimensions existent. Il y a la dimension en tant que père de famille. Il y a la dimension en tant qu'habitant d'un quartier, d'une société. On a des responsabilités, on a des choses à faire. Donc la littérature qui permet finalement de mettre en exergue, comme je l'ai dit, des valeurs positives d'une société n'est pas tout. Mais il y en a aussi qui ont dit que la littérature ou bien la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc quand on aura tout oublié de ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des pères de famille, nous sommes des enseignants, nous sommes des pasteurs, nous sommes ceci, ce qui va rester, c'est ce que nous avons écrit pour les années à venir, dans 100 ans. Et on ne saura rien de bois comme père de famille et tout ça, mais on saura au moins que voilà, il a écrit telle œuvre, telle œuvre, telle œuvre. Donc ça me paraît important, bien que ça ne soit pas l'essentiel dans une vie où il y a d'autres possibilités, d'autres opportunités et d'autres choses à faire qui sont tout aussi importantes. Là, c'est en fait, vous vous situez du côté de l'écrivain, de celui qui écrit, qui ne doit pas seulement dans la vie se limiter à l'écriture. Il a aussi d'autres tâches à accomplir dans la société. D'autres missions. D'autres missions, oui. Moi, je voudrais insister sur le fait que la littérature n'arrive pas à remplir la vie, c'est-à-dire remplir la vie de ceux qui la lisent. Elle n'arrive pas à remplir ou à combler toutes les aspirations des lecteurs. Puisque quand on lit, on a en soi certaines aspirations. Et on se dit qu'en lisant, la littérature peut combler ces aspirations-là. Par exemple, quelle aspiration? L'aspiration à la paix, l'aspiration à la joie, au contentement, l'aspiration à la beauté, l'aspiration au vrai. Et j'ai l'impression qu'après avoir lu la littérature, on sent que quelque part, il nous manque toujours quelque chose. Oui, c'est un monde conçu par l'auteur, dans lequel vous vous évadez. Oui. Et quand vous avez lu, quand vous avez terminé de lire, vous retombez dans votre réalité. Donc on vous a amené dans un monde qui est, je ne dirais pas illusoire ou utopique, mais à un certain moment on peut dire même que c'est utopique. On peut dire que c'est utopique, mais je peux dire que, regardez ceux qui ont conçu Jules Verne, qui a conçu des satellites, qui a conçu des sous-marins, il a parlé de ça. Les gens s'imaginaient que c'était quelque chose d'impossible. Et donc, ceux qui lisaient Jules Verne, au moment où il a écrit ses œuvres, c'était une sorte d'évasion. Ils n'ont jamais, disons, de leur vivant, constaté la matérialisation de ce que Jules Verne
avait écrit. Mais il y a des gens, des scientifiques qui ont récupéré cette idée et qui ont matérialisé cette idée-là. Bien souvent, on peut dire que la littérature n'atteint pas toutes les aspirations des êtres humains, des hommes, dans l'immédiat, parce que l'immédiateté n'est pas toujours le fait de la littérature. Il y a des choses qui arrivent bien après, même un siècle après, que les auteurs avaient mis dans leurs œuvres. Donc, je crois qu'ils ont raison, mais c'est important dans une société de rêver. Oui. La littérature fait rêver. C'est très, très important de rêver parce que le rêve permet aux gens de pouvoir s'élever, de penser à des choses qu'ils pourraient faire. Et je pense même que des grandes nations comme les États-Unis, la France et tout ça, bon, j'ai dit grandes nations, nous aussi nous sommes grandes nations, ils ne dépassent pas. Mais ils sont arrivés à ce niveau de construction, à ce niveau de maîtrise de la technique, de la technologie, à partir de la littérature, à partir des œuvres de leurs compatriotes. Leurs enfants ont rêvé et ça a mené toute la société à s'élever dans ce rêve-là. Professeur, le Belles Lettres est le titre de notre émission. Qu'est-ce qu'évoque en vous cette expression-là, Belles Lettres? Bon, Belles Lettres, ça évoque la sublimation de la langue. Ça évoque une langue qu'on amène à un niveau extrême, à un niveau très très élevé. Donc la beauté de l'écriture, qui est une aspiration de la littérature. Lorsqu'on écrit des œuvres littéraires, on aspire à ce que ce soit beau, que ça puisse frapper, que ça puisse être apprécié par tout le monde. Donc la notion de belles lettres, il faut la comprendre comme cela. Mais j'ai dit que c'est une aspiration parce qu'une œuvre n'est jamais achevée. Hein? Oui. L'œuvre n'est jamais achevée. Et pendant qu'on pense que on a atteint cette limite-là de la beauté, parfois on est à 40%, 50%. Parfois, on peut revenir sur ce qu'on a écrit pour atteindre cette sublimation-là. Est-ce qu'on peut dire que la littérature ne vise que la beauté et non la vérité? Bon, essentiellement la beauté. On peut dire aussi la vérité, mais il y a plusieurs vérités. Et je pense que la vérité du professeur Bois n'est pas la vérité de Laurent Kalombo. La vérité, elle est relative, c'est ce que vous voulez dire? Tout à fait. Il n'y a pas de vérité absolue? Mais c'est difficile, hein? C'est très difficile, hein? Surtout si on prend la chose sur le plan politique. Oui. Il y a plusieurs vérités en chaque homme politique. Et je pense même qu'il y a plusieurs vérités. La vérité d'un homme qui vit dans un village n'est pas la vérité de celui qui vit en ville. Parce que leurs critères d'appréciation de cette vérité sont tout à fait divergents. Leurs aspirations même sont différentes. Donc autant d'hommes nous sommes, autant de vérités il y a peut-être. Parce que même la notion du bonheur, elle est relative. Quel est le bonheur pour toi? Qu'est-ce que c'est que le bonheur pour toi et le bonheur pour moi? Mais cette somme de vérités différentes fait un tout, constitue un tout, oui. Qui peut être une vérité qui est incluse dans des lois ou dans des textes et tout ça, qui est l'aspiration vers laquelle tout le monde doit aller. Et la vérité sur le plan de la religion? Sur le plan de la religion, je crois que il y a aussi plusieurs vérités. Plusieurs vérités. Autant d'hommes de Dieu qu'il y a,
Il y a un seul Dieu. Autant d'hommes de Dieu qu'il y a, Oui. autant de vérité il y a, d'après moi. Et d'ailleurs, il y a une confrontation de doctrines, etc. Ça montre vraiment que cette vérité n'est pas unique. Mais elle est unique. Tout le monde Est-ce sait qu'on que... ne peut pas plutôt parler d'interprétation? Il y a une vérité, Mhm. mais il y a plusieurs interprétations de cette vérité-là par les hommes de Dieu, comme vous le dites là. Peut-être, mais là, je ne voudrais pas m'hasarder Sur ce terrain-là. sur le terrain C'est la foi. de la Bible. Je crois qu'il y a des gens mieux qualifiés que moi pour en parler. Ok. Toutefois, nous pouvons dire que la littérature vise en premier la beauté. Ouais, La vérité vient absolument. après. Oui, absolument. Ok, C'est très, très important. tout à fait. Professeur, à quand remonte votre premier contact avec les livres? Oh, mais j'étais vraiment jeune, hein. J'avais 14 ans. Ah bon? Dans mon collège, à l'intérieur du pays, donc particulièrement le collège Saint-Louis de Kananga. Kananga, oui. Et c'est là que je suis entré en contact avec un père qui était dans mon collège, un prêtre, Oui. et qui m'a permis de pouvoir m'occuper de sa bibliothèque, d'arranger les livres, etc., etc. Et j'étais dans le contact avec le livre. Et dans ce collège, il y avait également une revue qui était publiée, qui s'appelait Allo Collège. Et j'ai adhéré à cette revue. Je me suis mis à écrire. Déjà, à cette Oui. époque-là. Oui, oui. Écrire des petits textes, comme mes collègues d'ailleurs, mes amis d'enfance. Donc, Allo Collège a constitué une tribune pour nous faire connaître nos idées, nos pensées, etc. Et même nos petits poèmes d'enfance. Avez-vous un souvenir de quelques livres qui vous ont marqué pendant ce temps-là? Pendant ce temps-là, Oui, dans la lecture, vous a vraiment marqué. oh bon, et peut-être pas les noms de ces livres, mais les noms des auteurs. Les noms des peut-être. auteurs, oui. À ce moment-là, je crois que nous avions une grande admiration pour des auteurs comme Dimbe, comme Ngal, comme Kadimanzuzi. Et ce sont eux, dans leur cercle de la Pléiade, c'était qui étaient nos aînés. Oui. Et plus tard, quand nous sommes arrivés à l'université, on a eu le contact avec tous les autres. On a eu le contact avec Massé Gabio, on a eu son première, tout le monde a lu son première. Oui. On a eu le contact avec Zamenga, Oui. on a eu le contact avec Lomemichi Bamba, Oui. Gando, Gando, etc. oui. On a eu le contact avec Bolamba. Et donc Bolamba qui était presque le parrain de l'UESA, Union des écrivains zaïrois. Donc on était tout le temps chez lui et sans eau, chant pour mon pays. Donc sur le plan de... Mais au-delà de ça, il y avait les auteurs de la négritude. Oui. Il y avait Senghor, Césaire et tout. Et voilà les grandes influences que nous avons eues quand nous étions jeunes. Et parmi les auteurs de la littérature classique, grecque, française. Si, tous ces auteurs-là, les classiques déjà africains, et Senghor, comme je l'ai dit, et d'autres, les classiques, quand vous faites l'enseignement secondaire au Congo, vous passez par tous ces auteurs classiques, Voltaire, etc. Et Hugo, Baudelaire. Tous ces auteurs, vous les passez en revue. Oui. Est-ce que l'écriture, est-ce pour vous une vocation, une réponse à un appel ou un passe-temps? Bon, vocation, oui. Réponse à un appel, je ne sais pas quel appel. L'appel à l'écriture. Vous sentez quelque chose qui vous pousse à écrire?
Oui, faire sortir ce qui est en... c'est une vocation, certainement. Oui. C'est un appel, oui, et un appel, disons, à une réflexion profonde sur moi-même, sur ce que je suis en tant qu'homme, en tant que Congolais, Oui. une réflexion profonde pour le changement des choses dans mon pays, le Congo. Donc c'est un appel au changement de la situation des Congolais pour arriver, disons, à offrir les meilleures conditions possibles de vie aux Congolais. Oui, c'est une vocation parce que je ne peux plus dormir sans penser à ça. Oui. Donc, à tout moment, il faut que je pense, que je puisse griffonner, écrire, etc. Et chaque fois que j'écris, je sais que il s'agit de la main que je tends à mes frères, aux Congolais. C'est une main que je tends aux Congolais chaque fois que j'écris, parce que je sais que ce que j'écris tombera d'une façon ou d'une autre entre les mains de quelqu'un d'autre qui va lire et qui va se faire une idée de moi et du pays qui est mien. Mais passe-temps, peut-être pas, peut-être oui, parce que finalement, je conçois la littérature comme le football. Comme un jeu. Comme un jeu. Oui. Absolument, c'est un jeu. Il ne faut pas la prendre comme quelque chose d'extraordinaire. C'est aussi une chose ordinaire. C'est un jeu ordinaire de tous les jours. On cherche à se faire plaisir à soi-même tout d'abord. On n'écrit pas nécessairement pour être aimé, apprécié par tel et tel. Non, on écrit pour se faire plaisir à soi-même aussi. Donc les trois à la fois. Oh. Hein? Quand est-ce que vous avez été conscient de cette vocation, de cet appel? Quand est-ce que vous êtes vraiment décidé de vous engager dans cette voie-là, de la littérature, de l'écriture? Je pense que c'est quand j'ai eu mes 20 ans. Quand j'ai eu mes 20 ans, et je suis entré à l'université de Kinshasa, et dans un cercle qu'on avait créé avec les amis comme Katoala, Katoala Kabakashala. Et nous avons créé le cercle Pléiade et Tradition, oui. Qui venait un peu à la suite de Pléiade du Congo. Oui. Parce que les gens qui avaient créé la Pléiade du Congo avaient été envoyés, on avait éclaté l'université en 3 campus. Campus de Kinshasa, campus de Kisangani et de Lubumbashi. Donc les gens qui étaient autour de la faculté des lettres étaient partis à Lubumbashi. Et nous qui sommes restés à Kinshasa dans la faculté de droit, nous avons créé Pléiade de Tradition avec des amis, dont la plupart sont des gens qui ont des positions clés dans le pays aujourd'hui. C'est là que j'ai eu vraiment la conscience d'être un écrivain, d'être probablement un écrivain en devenir. Et c'est là même que j'ai écrit Gazouï, que j'ai écrit la pièce de théâtre. Les Flammes du Soweto, non? C'est venu un peu après. Les Flammes du Soweto, c'est venu un peu après. Mais les pièces étaient de la fête. Oui. Non, pas les pièces étaient de la fête. Bon, on peut en parler. Donc, les premières œuvres ont été écrites à mes 20 ans, avec surtout le contact que j'ai eu avec des grands écrivains qui étaient dans la ville. Ça m'a vraiment convaincu que je pouvais aller de l'avant sur cette voie-là. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'acte d'écrire? Est-ce le contact avec les mots, les belles tournures, la beauté de belles expressions? Qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Si, donc c'est cette recherche sur la langue. Oui. Cette recherche sur la langue qui n'est pas une recherche, disons, trop indépendante. Parce qu'il y a des règles aussi. Il y a des règles à suivre. Quand on veut écrire un poème, il y a des règles, il y a versification, etc., les strophes. Et lorsqu'on écrit un roman, donc c'est un discours qui est très large.
Mais ce travail sur la langue est important. Je crois que c'est ce qui fait la beauté de la littérature. Ce travail sur la langue qui est finalement un pèlerinage personnel et qui fait que il y a plusieurs individualités qui peuvent émerger à travers ces langues-là. Il y a plusieurs spécificités qui peuvent émerger à travers ces langues-là. Et c'est ça qui fait la beauté de la littérature. Parce que ce n'est pas un moule dans lequel tout le monde va se fondre. Ah oui. Ce n'est pas un moule, non, c'est vraiment, disons, un monde, des mondes personnels qui sont en train de se développer. Et je pense que c'est ça qui fait la beauté de la littérature. La littérature, c'est un ensemble des visions du monde. Oui. Chaque Absolument. écrivain apporte une vision. Absolument. Du monde. Ah, ok. Non, chaque écrivain apporte ses écrits, Oui. ses manières d'écrire, donc ses textes spécifiques. Et chaque écrivain apporte ses visions. C'est pour cela que nous disons ici que les vérités sont plurielles. Oui. Les vérités sont plurielles parce que chacun apporte sa vision du monde. Ok. Et sa vision du monde, c'est la vision d'un Quinois, Oui. la vision de quelqu'un du Kivu. C'est quelqu'un qui est à Beni aujourd'hui, qui écrit. Il sera influencé par la guerre, par tout ce qui se passe à Beni, par Ebola et tout ça. Donc sa vision du monde est influencée par ça, par son histoire, par les péripéties de sa vie. C'est ce qui est beau, c'est ce qui fait la beauté de la langue. Et la beauté parce que, et moi, en tant que Kassaïen d'ailleurs, Oui. J'ai ma vision du monde, qui est peut-être différente de la vision des gens d'autres coins. Mais il ne faut pas que je puisse vous dire que, parce que je suis Kassaïen, non, je dois me connaître en tant que Kassaïen, mais au-delà de ça, Oui. je suis Congolais. Parce que si vous prenez la ville de Kinshasa, il y a plusieurs visions du monde qui sont rencontrées dans cette ville de Kinshasa. Il y a nous sommes parvenus finalement à créer la civilisation de Kinshasa, à partir de civilisations spécifiques provinciales, parce que toutes les provinces sont venues ici, se sont installées ici. Il y a maintenant une manière de préparer le foufou. Il y a une manière même je dirais, d'approcher une femme qu'on voudrait épouser. Il y a même une manière de faire le mariage à travers le pré-dot, etc. Donc nous sommes venus à Kinshasa, chacun avec sa culture. Ce qui est important, il faut connaître sa culture. Il faut connaître sa culture en tant qu'homme de Beni, homme de Bukavu, homme de Lubumbashi, bien du Kasaï. Il faut connaître tout ça, essayer de le faire connaître aussi, parce que les gens voudraient connaître. Les gens, il y en a qui n'iront jamais au Katanga, mais ils veulent savoir comment. Par exemple, on fait le mariage au Katanga. On fait le mariage au Kasaï. On donne quoi? On donne combien? Est-ce qu'il y a des factures pour se marier, etc. Donc il y a autant de visions du monde. Mais étant venu à Kinshasa, nous avons créé donc la civilisation, la culture de Kinshasa, à partir de cultures individuelles. Voilà, donc il faut connaître comment ça se passe à Kinshasa. Il faut connaître aussi comment ça se passe dans les provinces. Okay. Absolument. Oui. Professeur, qu'est-ce qui déclenche l'écriture chez vous? Autrement dit, quelles sont vos sources d'inspiration? Bon, mes sources d'inspiration, c'est la société essentiellement. C'est la société, c'est tout ce que je vois dans la société. Je me promène, je regarde, je me promène, je passe la nuit devant une boîte de nuit, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, dehors, ou bien devant un bistrot, il y a beaucoup de jeunes qui boivent. Ça m'interpelle.
ça m'interpelle. Ou bien il y a un trafic qui est très important sur la route, ça m'interpelle. Ou bien que, bon, dans les marchés, les produits alimentaires sont exposés à même le sol, ça m'interpelle. Ou bien que, bon, voilà, lors des mariages, il y a des enfants, des gens qui estiment être exploités par les beaux-parents. Il y a donc toutes les situations, tous les faits de la vie moderne constituent des interpellations pour un écrivain, et des interpellations déjà pour tout le monde. Des interpellations pour tout le monde. Les immondices qui traînent partout, c'est une interpellation, mais les écrivains ont l'avantage de pouvoir prendre le stylo pour écrire. Okay. Écrire sur ça. Suivre les codes de chaque expression littéraire pour écrire. Alors que les autres qui ne sont pas écrivains n'écrivent pas. N'écrivent pas, ça leur reste dans la tête comme ça. Et d'autres qui sont par exemple des journalistes, eux c'est l'immédiateté. Ils écrivent immédiatement et donc c'est des textes qui ne sont pas appelés à survivre à travers le temps parce qu'il n'y a pas de dimension rêve. Il y a seulement la dimension de rendre compte de ce qu'ils ont vu. Et nous, on n'est pas là pour rendre compte, nous, on est là pour prendre cette réalité-là et l'amener à la dimension d'un rêve. Oui, la transfigurer. Voilà, oui. Voilà. Et pour écrire, avez-vous besoin d'une certaine atmosphère, d'un temps particulier ou d'un certain rituel? Bon, rituel, non. Rituel, non. Il y en a qui, pour écrire, consomment des quantités énormes de café, donc ils écrivent la nuit. Hein. Oui. Et il y en a qui prennent de l'alcool. Oui. Non, moi, j'ai besoin de toute ma lucidité. J'ai besoin de toute ma lucidité, mais parce que ce que je fais est très sérieux et très grave. Et j'ai besoin aussi de la solitude, oui. C'est-à-dire être seul. Bien souvent, comme j'ai eu beaucoup d'opportunités de voyager à travers le monde ou bien dans les provinces, c'est des occasions comme je suis seul qui me permettent de pouvoir écrire. Parce que dans le brouhaha, tout ça, c'est vraiment difficile d'avoir la concentration nécessaire pour le faire. Oh. Pourquoi écrivez-vous? Oh, j'écris pour... il y a un auteur, je crois, Sonny Laboutansi, avait répondu à une telle question en disant qu'il écrivait parce qu'il était un bantou. Oui. Il est bantou, c'est pour cela qu'il écrit. Peut-être je peux l'apostropher en disant que j'écris parce que je suis congolais ou bien je suis kassaïen. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je voudrais exprimer ma culture en tant que Congolais, ma culture en tant que kassaïen. Je voudrais faire connaître, disons, mes traditions, ma langue, mes traditions, etc. Et que ça ne puisse pas mourir, qu'on puisse le savoir aujourd'hui et demain. C'est pour cela que j'écris. Je voudrais exister en tant qu'homme. Je voudrais exister aujourd'hui et demain. Mais ce n'est pas une préoccupation. Exister demain, ce n'est pas une préoccupation. La préoccupation, c'est m'affirmer aujourd'hui. Oui. Hein? M'affirmer aujourd'hui dans ce qui me paraît beau et également bien, ce qui paraît bien, ou bien vrai, au sens où nous avons présenté la vérité ici, qui est une vérité personnelle. Est-ce que vous n'écrivez pas, premièrement, pour jouir de cet acte même d'écrire, du plaisir qu'on a à produire une œuvre d'esprit, par exemple, sans pouvoir penser au public qui va la lire, la découvrir,
Mais on nous prouve premièrement un certain plaisir à produire. Oui, mais je crois que ce que vous dites prouver un certain plaisir. C'est ce que j'ai dit aussi. J'ai parlé de l'affirmation personnelle. Cette affirmation personnelle, ça traverse ce que vous dites, plaisir. Absolument, parce que on est content de l'avoir fait. On est content de l'avoir fait. On est content de le faire, d'être en train de le faire. Donc on est content de s'affirmer. Parce que nous sommes 80 millions de Congolais. Nous sommes 80 millions de Congolais. 80 millions de Congolais, il faut aussi que chacun puisse avoir cette affirmation. Autant chacun cherche à se marier, avoir des enfants, etc. Autant chacun aussi cherche à produire ses idées qui peuvent être lues par les autres. Ouais. C'est ça. Ok. Professeur, votre œuvre comporte plusieurs genres littéraires, notamment poésie. Nous avons Gazouï, Pour une poignée d'allusions, Kabwalala. Comme roman, nous avons Mais le piège était de la fête, Combat pour la Zanie, Dieu sauve l'Afrique. Et comme pièce de théâtre, nous avons L'ironie de la vie, Les flammes de Soweto, Le délégué général, entre autres. Et puis vous avez aussi produit un récit autobiographique, Moi, enfant de Malala, sans oublier plusieurs essais dans le cadre de vos activités en tant qu'enseignant. À ce que je sache, votre dernier recueil de poèmes remonte à l'année 1987. Vous sentez-vous toujours poète? Le temps n'a-t-il pas fini par tuer le poète en vous? Bon, on ne peut pas se sentir poète parce qu'on est en train d'écrire des recueils de poésie de manière récurrente. Parce qu'on, non, on peut se sentir poète parce qu'on a écrit un seul recueil de poésie. Donc celui de 1987, oui, ça n'a pas tué la poésie en moi parce que vous allez voir qu'en lisant Dieu sauve l'Afrique, vous allez voir que c'est un poète qui écrit. Alors, j'ai intégré cette poésie dans Dieu sauve l'Afrique. Il y a de la musique, il y a de la poésie, il y a de la cadence, etc. dans Dieu sauve l'Afrique. Donc je crois même que quand je fais des conférences scientifiques, on peut percevoir à un certain moment que c'est un poète qui a écrit. Donc je crois que l'avoir fait une fois ou deux fois, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. On n'est pas obligé de le répéter, parce que, en fait, en répétant, on n'ajoute plus rien. C'est la même réalité qu'on a publiée en une fois, qui reste autour de laquelle on peut continuer à jongler pour faire d'autres recueils. Mais en fait, l'idée essentielle est toujours la même. Au fait, moi, je pensais au sens d'émerveillement devant la nature, devant les belles choses. On a l'impression qu'avec l'âge, ces sens-là diminuent un peu. Bon. Non, ça ne diminue pas. Ça ne diminue pas, mais je crois peut-être que c'est les occasions de le faire qui deviennent rares. Parce que quand on est jeune, on est fougueux. Oui. On est là, prêt à prendre des risques. On part à gauche, on part à droite, etc., etc. Et lorsqu'on a vieilli, on se concentre. On a des enfants, des petits-enfants qui viennent vers soi. On a très peu d'occasions d'aller se mettre pour admirer le fleuve Congo ou bien d'aller admirer une montagne là-bas, etc. On a peu d'occasions. Mais et la poésie, ça s'échappe de nous. Quand on ne se concentre plus sur les belles choses, sur la nature, on est plus préoccupé par
ses occupations, ses responsabilités. C'est possible, mais il ne faut pas être affirmatif de manière radicale comme ça. Il ne faut pas vraiment tirer de conclusions parce que il y a des choses qui sont beaucoup plus internes aux hommes. C'est à un certain âge où il y en a même qui vivent dans des poètes qui vivent dans des maisons pour vieillards en Europe. Ici, heureusement, ici, ça n'existe pas. Mais pouvons-nous dire qu'ils cessent d'être poètes? Je ne pense pas. Peut-être que s'ils ont perdu déjà la mémoire, si quelqu'un a perdu la mémoire et ne peut plus écrire, on peut dire que ça s'est arrêté. Mais tant qu'il a la possibilité d'écrire, il le reste toujours. Là, il le reste toujours. Peut-être que ça tourne dans la tête. Ça peut continuer à tourner dans sa tête. Il est toujours poète. Là, vous voulez dire qu'on est poète, non pas pour un temps, mais pour toute la vie? Je pense. C'est pour toute la vie. Professeur, quand vous réalisez votre pièce Les Flammes de Soweto, ainsi que toutes les autres, vos autres œuvres sur l'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, et quand vous regardez l'évolution politique de ce pays, dans ce pays, qu'est-ce que vous vous dites en vous-même? Bon, en fait, j'ai consacré mes 20 ans, 30 ans, 40 ans à écrire sur la situation de l'Afrique du Sud. Donc, vous trouvez ça dans Les Flammes de Soweto, vous trouvez ça dans Dieu sauve l'Afrique, qui est consacré à la vie de Mandela. Dieu sauve l'Afrique, en fait, c'est l'hymne de l'ANC, qui est Zambé Abatela Africa. Et même dans d'autres recueils de poésie, pour une poignée d'allusions, vous trouvez des poèmes qui sont militants sur l'Afrique du Sud ou l'Angola, quand ce pays n'était pas encore indépendant. Donc c'était, disons, un chant, disons, une demande réitérée pour que cesse l'apartheid. C'était une participation au combat que les Sud-Africains étaient en train de mener pour libérer leur pays. Ça paraissait vraiment un combat perdu à l'avance, parce que ce pays-là avait la bombe atomique. Oui. Qu'un pays qui a une bombe atomique, est-ce qu'on peut espérer le vaincre sur le champ de guerre? C'était vraiment difficile. Donc, fort heureusement, ce combat a été gagné. Donc, on était comme des prophètes. Ah oui. Quand on montrait déjà dans le livre que le combat avait été gagné, dans Dieu sauve l'Afrique, voilà, on a gagné ce combat. Et les gens qui pouvaient lire, ils pouvaient nous prendre pour des fous. Oui. Mais voilà que le combat a été gagné. Maintenant, qu'est-ce que j'en dis aujourd'hui? Bon. J'en dis aujourd'hui que c'est de l'Afrique du Sud comme du Congo. Et parfois, on peut avoir l'impression que l'indépendance est un gâchis. Et on arrive à l'indépendance et puis c'est un gâchis. Et ce gâchis, c'est à cause des enfants de ce pays-là. Le gâchis au Congo, c'est à cause des enfants du Congo. Donc la vanité des hommes politiques et puis le manque d'humilité des hommes politiques, ce qui est vraiment regrettable. Mais vous trouvez la même situation en Afrique du Sud. Qu'on peut dire que les efforts ont été ralentis beaucoup dans l'aspiration, dans le développement économique de ce pays, qui pouvait être un pays porte-étendard. Mais bon, mais c'est peut-être, en ce qui concerne l'Afrique du Sud ou le Congo, on peut dire que c'est peut-être, disons, quelque chose qui est passager. Ça va passer. C'est quelque chose qui est lié à notre jeunesse, qui traduit notre jeunesse. Mais c'est une jeunesse déjà qui a 50, 60 ans.
il faut espérer qu'on puisse se redresser parce que sublimer l'indépendance pour que tous les enfants du Congo ou de l'Afrique du Sud soient fiers d'avoir acquis l'indépendance. Parce que quand vous voyez les conditions dans lesquelles ils sont là depuis les années 90, je crois, Oui. ils sont devenus indépendants. Et aujourd'hui, ça fait déjà autant d'années, une vingtaine d'années, mais il y a encore des gens qui dorment dans des bidonvilles par terre avec toutes les richesses qu'ils ont, comme du temps de l'apartheid. Donc, beaucoup ne sont pas sortis de l'apartheid, pourtant, on peut réaliser beaucoup de choses très, très facilement. Ils n'ont pas encore accès à la terre, etc. Bon, voilà. Je crois que les Africains, nous avons intérêt à nous reconnaître, à nous aimer et à nous tendre la main pour donner un sens à l'indépendance que nous avons eue. Parce que je ne crois pas que les gens regrettent d'avoir été indépendants. Je ne crois pas qu'en Afrique du Sud, on regrette d'avoir été indépendant. Mais on regrette seulement de la manière dont l'indépendance a été maltraitée par les leaders, les élites au pouvoir. Néanmoins, après avoir écrit toutes ces œuvres sur l'Afrique du Sud, aujourd'hui, vous êtes fier, vous vous dites que vous avez été témoin de votre temps, que vous avez été un peu prophète. Est-ce que la mission de l'écrivain, c'est d'être aussi prophète? Je pense oui, quand même, oui. Je pense oui, parce que là, on entre dans le cadre de ce qu'on appelle la littérature engagée. Oui. Cette littérature engagée, c'est une littérature à affinité, à aspiration, qui tend vers un but. Le but, dans le cas d'espèce, c'était la libération. Mais ça pouvait ne pas arriver. La libération pouvait ne pas arriver. Oui. Ça ne serait pas grave. Ça m'aurait permis seulement de rêver là-dessus. Mais quand ça arrive, ça fait plaisir aussi, parce que de dire que j'ai participé à ce combat-là sans être sur le terrain, sans aller sur le terrain, j'ai participé au combat pour l'émancipation de l'Afrique du Sud. Et je ne peux même pas faire lire mes textes par les Sud-Africains parce qu'ils ne lisent pas le français. Oui. Mais il y a une aspiration, une joie personnelle d'avoir fait cela, je pense. Là, vous avez fait... Prophète ou pas prophète, non, je ne suis pas prophète, je suis quelqu'un qui a pensé à quelque chose. Comme j'ai parlé de Jules Verne ici, Oui. qui a pensé que un jour, il y aura des fusées qui vont aller sur la Lune. Un jour, il y aura des sous-marins qui vont circuler dans les mers et tout. Bon, il est mort sans que ça ait été réalisé, cette aspiration a été réalisée, mais quelques siècles après, ça a été fait. Mais vous n'êtes pas poète, mais vous avez quand même fait œuvre de poète, de prophète plutôt. Je pense. Je ne suis pas prophète, mais j'ai pensé à des choses qui pouvaient arriver et qui sont arrivées, notamment l'indépendance de l'Afrique du Sud. Vous êtes pratiquement inscrit dans le même combat que beaucoup d'autres écrivains sud-africains, comme Peter Abrahams, qui a écrit « Je ne suis pas un homme libre »,« Une couronne pour Domo ». Eux, au moins, ont combattu sur place et ont vu la liberté triompher dans leur pays. Professeur, moi, enfant du village Malala, est un récit autobiographique. Est-ce un retour ou un recours aux origines? Et pourquoi? Bon. Je sais que dans la Deuxième République, on a parlé de retour ou recours à l'authenticité. Oui. Mais ça revient au même. Hein. On peut dire que ça revient vraiment au même. Recourir
à mes origines ou retourner à mes origines. Bon, ce qu'on peut dire, l'idée, c'est qu'il faut se connaître soi-même. Il faut se connaître soi-même. Pourquoi? Mais se connaître soi-même, aujourd'hui, les Noirs américains qui ne se connaissent pas eux-mêmes, qui ne connaissent pas d'où ils viennent, mais ce sont des gens tout à fait déracinés, c'est des gens qui sont violents même. Ils sont violents parce qu'ils ne savent pas à quoi s'accrocher, il faut se connaître soi-même pour... Regardez un enfant qui ne connaît pas son père. Et cet enfant va bien grandir? Non. Est-ce qu'il va aller à l'école et tout ça? Il ne connaît pas son père. Il va être violent. Il va dire à sa mère, mais toi, tu ne me donnes pas le nom de mon père, etc., etc. Donc, se connaître soi-même est très, très, très important. Et ça va un peu à l'encontre des gens qui disent, des jeunes qui disent, ah, moi, je suis Quinois. Bon, et c'est vrai, ils se connaissent en tant que Quinois. Mais moi, comme j'ai étudié à partir de l'intérieur là-bas, je dois toujours faire ce retour-là. Ce va-et-vient, disons. Est-ce que vous ne pouvez pas vous émanciper de vos origines, des Malala? Émanciper? Non, je ne pense pas que c'est bien. Je ne pense pas que c'est bien. C'est inutile de chercher à s'émanciper parce que on ne peut pas s'évader de soi-même, on ne peut pas s'évader de ce qu'on est. Et ça va être vraiment difficile. Qu'est-ce que ce village évoque en vous, Malala? Oh, ben ça évoque en fait mes parents, oui. Leurs aspirations. Oui. Et ça évoque ma culture spécifique. Et ça évoque aujourd'hui tout ce qu'on peut faire en tant que cadre, responsable, tout ce qu'on peut faire pour sortir ce village-là de la précarité. Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on doit faire pour sortir ce village et d'autres villages. Il n'y a pas que ce village-là, non. Vous ne croyez pas que je suis chauvin à ce point-là. Oui. Non, et je pense que le monde rural, c'est un monde merveilleux, avec des gens extraordinaires, mais que ces gens n'ont pas de possibilités. Et nous avons tort, vraiment, de croire que nous qui sommes à Kinshasa, que la vie s'arrête ici à Kinshasa. Nous avons tort de croire comme ça. Nous devons, franchement, partir de l'intérieur, faire nos activités à l'intérieur, tout faire à l'intérieur, et venir à Kinshasa, plutôt que penser que nous devons faire à Kinshasa, et puis on verra après l'intérieur. Donc voilà ce que je pense. C'est mes parents, c'est ma vie. Si vraiment, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, chaque personne doit avoir une maison dans son village. Donc, même chacun si doit avoir une maison, oui, même si on est en ville. Okay. On a sa maison dans son village, on a sa piscine dans le village, on a l'antenne parabolique. Et en Côte d'Ivoire, le vendredi, tout le monde rentre dans son village. Oh, très intéressant. Ils rentrent dans leur village et puis ils reviennent, c'est le recours au village. Là. Pour se ressourcer. Oui. Ils rentrent dans leur village, ils vivent avec... Mais j'y étais en décembre passé, je suis allé au village. Je ne voudrais pas dire dans quelles conditions, mais disons que même chaque année, je vais dans mon village. Malheureusement, maintenant, il y a des problèmes de sécurité, mais je suis allé, je suis resté avec eux, les amis. J'ai retrouvé mes amis de l'école primaire. Oh là. On reste avec eux, on prend un verre d'alcool ensemble et ça fait quand même plaisir. Et si vous me voyez là, vous n'allez pas voir que c'est le professeur Wabo qui passe devant les caméras de télévision. Vous allez voir que c'est un enfant du village Malala, au sein des autres, au milieu des autres. Au milieu de la communauté. Oui. Malala évoque en vous certaines valeurs culturelles. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous citer une de ces valeurs qui vous a permis de tenir dans cette vie à Kin?
la solidarité, Ah oui. l'amour paternel. Mhm. Je peux vous dire que quand j'ai eu mes 30 ans, j'ai fait venir ma mère Akin aussi. à Kin. Oui. Ma mère est restée chez moi jusqu'à sa mort. Ah bon? Hein? Jusqu'elle a fait peut-être 30 ans encore avec nous. Oh là là. Hein? C'est bon. Jusqu'à sa mort. Ça veut dire l'amour maternel, la solidarité. Étant donné que quand je grandissais là, c'était tous mes oncles. Donc aller à l'école, c'était l'affaire de tous mes oncles. Ce n'était pas l'affaire de mon père seulement. Donc tous ont contribué, ont donné. Et moi aussi, je devais continuer. Je dois continuer dans ce sens-là en payant les études de mes neveux, etc., etc. Donc voilà deux valeurs, mais il y a aussi la protection de la vie et beaucoup d'autres valeurs. Le fait d'être à 16, beaucoup d'autres valeurs que nous pouvons citer quand on est dans un village. Professeur, vous avez occupé pendant de lustres le poste de président de l'Union des écrivains congolais. Quelle lecture faites-vous de la littérature congolaise aujourd'hui? Bon, la littérature congolaise vit aujourd'hui grâce à l'apport personnel des écrivains eux-mêmes. Or, la littérature congolaise devrait vivre grâce à l'apport de l'État, grâce à l'apport des opérateurs privés, par exemple les imprimeurs, les gens qui tiennent les librairies, etc., etc. Les bibliothécaires, etc. Donc, la littérature congolaise connaît des difficultés, étant donné que si on prend par exemple le cinéma nigérian, Oui. ce cinéma est vraiment financé par l'État, par les opérateurs privés, etc., etc. Et je crois que j'ai toujours promis, mais on va le faire cette fois-ci, parce que je pense que je suis un peu plus relax maintenant. Oui. J'ai toujours promis qu'on puisse faire une assemblée des écrivains pour reconstituer le comité de l'Union des écrivains. On doit le faire un peu urgemment pour parler de tout ça. Mais il y a des possibilités, les gens s'accrochent. Les jeunes gens s'accrochent, continuent à publier, etc. Il faut vraiment qu'on mette en place des structures pour faire connaître ces jeunes-là, faire connaître leurs œuvres et peut-être de mettre en contact avec les critiques littéraires ou des gens qui proposent des programmes d'enseignement à l'école pour que ces œuvres-là soient récupérées dans le cadre de l'enseignement, soient connues, etc., etc. Qu'on remette en place des salons littéraires. Il y a tout un tas de choses que nous devons faire à travers le pays et je vous assure que nous allons urgemment le faire. Nous allons très urgemment le faire, refaire un comité et des comités dans les communes, dans les provinces pour que finalement la vie littéraire reprenne. Comment voyez-vous l'avenir de la littérature congolaise? Bon, l'avenir est prometteur. Ok. L'avenir est prometteur parce que la littérature, c'est écrire, c'est comme manger, c'est comme respirer, c'est attaché intrinsèquement à l'homme. On ne peut pas dire que l'avenir est compromis, non. Parce que les gens vont toujours continuer à écrire. Ils vont écrire. Il faut seulement qu'on mette en place des structures d'épanouissement des écrivains. Comme je l'ai dit ici, il faut qu'il y ait des maisons d'édition. Mais il y a même des éditions à compte d'auteur. Hein, on peut éditer à compte d'auteur. Aujourd'hui, avec l'informatique, on peut très facilement publier. Donc, je crois que nous devons nous adapter à notre temps pour continuer à produire, à diffuser ces œuvres-là. La fois passée, j'étais à l'université de Kinshasa, ils ont monté ma pièce L'ironie de la vie. Mais c'était intéressant de voir qu'on a monté cette pièce. Donc il faut vraiment que nous puissions, que ça entre dans
dans la télévision, pourquoi pas. Hein, votre chaîne de télévision peut prendre la pièce telle, on met les acteurs et ils répètent et puis on la présente, pourquoi pas. Oui. Là, nous tendons vraiment vers la fin de notre émission. Si vous pouvez nous lire une strophe dans l'une de vos œuvres et pour qu'on termine en beauté. Ensuite se leva l'ancien. Il tenait à sa main gauche la pensée plurielle et à sa main droite un vieux coutelas. À brûle-pourpoint, il incrusta les arabesques dans tes joues. Cet ancien personnifiait la chanson immaculée, la chanson plurielle et immanente, l'ivresse du temps. Et il venait ainsi de te marquer au feu sacré de la délivrance. Toi qui auparavant n'étais rien, étais restreint, tu devins en un tournement une longue épopée, suave, sauvage, une longue marche, une langue pétillante de mots. Tu redevins Mwanadimanya. Tu t'es mis debout et avec toi toute la terre, toutes les feuilles de patates douces, toutes les boutures de manioc, toutes les feuilles d'oranger, toutes les failles de cases. Ainsi donc, de nouveau, tu battais la cadence de milliers de volontés. Kabwalala, bourgeon de souhaits revivifiés, exaucés. De nouveau, on te fit asseoir. De nouveau, la terre se laissa choir. La terre était comme traversée par des filets de sang neuf qui de temps en temps sautillaient, qui de temps en temps claquaient des dents. La terre était le visage rutilant des champs de manioc, le visage rond de nouveaux accros, la gerçure même de Malala village. Merci. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous vous disons merci pour votre disponibilité. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons merci et vous fixons rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.